Donc, bienvenue sur cette webconférence qui s'intitule « Concevoir sa stratégie d'entreprise dans la filière équine ». La capacité d'une entreprise à s'adapter à son environnement économique est un facteur fondamental de sa réussite. Analyser l'environnement et ses évolutions possibles est donc une question centrale en stratégie d'entreprise. L'idée ici n'est bien sûr pas en 20 minutes de faire de vous des spécialistes de la stratégie d'entreprise, mais plutôt de vous faire découvrir quelques outils qui vous permettront d'analyser votre environnement et ainsi, pourquoi pas, je l'espère, qui vous aideront à déceler des opportunités et d'adapter votre offre demain. Ce sera aussi l'occasion de vous sensibiliser à la stratégie et encore une fois, évidemment, au marketing qui en découle. Dans cette webconférence, nous parlerons un petit peu définition vis-à-vis du mot de la stratégie. Nous verrons un outil qui s'intitule les 5+1 forces de porteur qui sert à analyser l'attractivité d'un secteur donné. Ensuite, nous parlerons des facteurs clés de succès d'un marché et comment est-ce qu'on essaye de les identifier. Comment déceler également un avantage ou plutôt désavantage concurrentiel. Et nous verrons un dernier outil, la matrice SWOT. Alors, vous avez dit stratégie dans la filière équine. La stratégie, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, je pourrais vous expliquer que l'étymologie du mot vient du grec stratos, l'art de combattre, l'art de gagner une guerre, mais c'est surtout comment, de quelle manière, en tant que chef d'entreprise, je vais orienter mes actions et surtout celles de ma structure pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. L'idée sous-entendue derrière la définition d'une bonne stratégie d'entreprise est de parvenir à dégager un avantage concurrentiel ou plusieurs, durables ou temporaires, me permettant de tirer mon épingle du jeu sur le marché. Que vous soyez en activité ou en projet de lancement d'entreprise, les outils que nous allons voir sont des exercices utiles qui vous permettront de réfléchir à votre activité, alors même on le sait que bien souvent le chef d'entreprise dans nos filières est plutôt sur son cheval et très occupé à la gestion quotidienne de sa société et a du mal parfois à prendre le recul nécessaire. Alors, le premier outil que je souhaitais vous présenter est celui de la matrice de Michael Porter. Il s'agit d'un outil d'analyse stratégique de l'environnement concurrentiel d'une entreprise. L'auteur, donc Michael Porter, qui est professeur à la Harvard Business School, part du postulat selon lequel la performance de l'entreprise dépend de sa capacité à affronter et résister aux pressions de son environnement concurrentiel. Ce qui est intéressant, c'est que Porter nous propose une vision élargie de l'environnement concurrentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas que mes concurrents directs, il nous propose de regarder 6 forces qui sont plus larges que simplement mes concurrents directs. Nous allons donc analyser ces 6 forces au regard d'un exemple concret pour notre filière, l'activité d'école d'équitation. Nous allons étudier chaque force et lorsqu'elle pèse lourdement sur l'industrie, ça veut dire qu'elle en diminue l'attrait, qu'elle peut poser problème aux entreprises en place, on va mettre une note proche de 10 sur 10. Au contraire, si cette force pèse faiblement sur l'industrie, qu'elle en augmente l'attractivité, on mettra une note plutôt proche de 0 sur 10. Vous noterez que je vais utiliser le terme industrie au sens anglais du terme, c'est-à-dire un secteur économique donné. Donc, l'industrie des centres équestres, c'est bien le secteur économique dans lequel gravitent les différentes écoles d'équitation en France. La première des forces que nous allons analyser est la menace des entrants potentiels. Concrètement, je dois me poser la question suivante. Demain matin, est-ce qu'il est possible de voir arriver devant chez moi un nouveau centre équestre? Y a-t-il des éléments qui peuvent venir freiner l'arrivée de ces nouveaux entrants, ce qu'on appelle les barrières à l'entrée? Et aussi, puis-je, moi, en tant qu'entreprise, faire quelque chose pour limiter l'arrivée de ces nouveaux entrants? Effectivement, il est tout à fait possible de voir arriver demain matin un nouveau centre équestre dans ma zone de chalandise. Néanmoins, nous pouvons nuancer cela en disant que pour qu'un centre équestre d'une taille relative et disposant d'infrastructures tout de suite à son lancement arrive, cela nécessite pour lui des fonds financiers relativement importants. C'est ce qu'on appelle le ticket d'entrée. Dans notre industrie, le ticket d'entrée est assez conséquent.
si vous voulez par exemple tout de suite un manège, des box, une carrière. Ainsi, ce ticket d'entrée limite les nouveaux entrants. De plus, il ne s'agit pas d'une industrie ultra rentable qui attirerait de nombreux entrants, donc ça aussi, ça limite la menace des nouveaux entrants potentiels. Néanmoins, si un nouvel entrant arrivait demain matin, j'aurais beaucoup de mal à lui rendre la vie difficile, si ce n'est en cassant mes prix, ce qui mettrait en péril ma propre activité, qui n'est pas une activité à très forte marge. Ainsi, on dit que la capacité de riposte des firmes en place est limitée. Aussi, je vais mettre la note de 6 sur 10 dans mon analyse pour cette note. Le risque existe, mais il a aussi ses limites. Je nuance l'importance de cette force. Second élément dans la matrice de Porter que nous devons évoquer, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Ici, en paille, en foin, en eau, en électricité, mais aussi par exemple les fournisseurs qui vont me louer mon foncier. Et quel pouvoir ont-ils sur moi? Suis-je complètement dépendant d'eux? Puis-je négocier, voire imposer mes tarifs? Sont-ils, eux, dépendants de moi? D'une manière générale, je vais considérer dans mon exemple que pour les écoles d'équitation de ma région, il est relativement facile de trouver des fournitures, paille, eau, foin, alimentation, et que je peux changer assez facilement de fournisseur. Ainsi, ils ont peu de pouvoir pour moi. Cette analyse dépend donc bien sûr de votre région, parce que ce n'est pas toujours le cas. Dans mon exemple où il est facile peut-être de changer de fournisseur, je vais mettre la note de 2 sur 10 pour cette force. S'il y avait très peu de fournisseurs en paille et en foin, qu'ils m'imposent leurs tarifs et que je ne puisse pas en changer, il conviendrait de mettre la note de 10, car cette force limiterait l'attractivité de l'industrie. Troisième force que Porter nous propose d'analyser dans sa matrice, la force de l'État. La question qui se pose ici est, l'État a-t-il un impact fort sur mon industrie? A-t-on beaucoup de normes à respecter, par exemple? Effectivement, il y en a pour une école d'équitation, notamment liées à l'accueil du public, mais mis à part cela, et d'ailleurs ce sont des conditions qui sont vraies pour tous les loisirs, je trouve que nous n'avons pas énormément de normes, de limites ou de contrôles drastiques très complexes. Attention, je parle là du coup période hors Covid, parce que du coup la donne est un petit peu changée avec cette période de Covid. Je vais mettre la note de 3 sur 10. Si cette période liée au coronavirus continue et que toutes les difficultés que vous avez pour respecter les normes nouvellement imposées s'imposent dans le temps, on pourra augmenter la note de cette force. Quatrième force, la pression des produits et des services de substitution. C'est là que ça commence à se corser. Est-ce que j'ai des produits ou des services en concurrence directe ou indirecte avec moi qui peuvent venir remplacer le service que je rends à mes clients en tant qu'école d'équitation? Eh bien oui, j'aurais tendance à dire beaucoup, car la maman qui me confie le petit David tous les mercredis après-midi, elle peut tout à fait l'inscrire à un cours de tennis, de piano ou autre. De plus, les prix de l'équitation sont bien souvent plus élevés, voire beaucoup plus élevés que les autres sports ou les autres loisirs. Ce qui rend cette offre de substitution, de concurrence indirecte, encore plus attractive. Pour moi, il s'agit d'un point critique dans notre industrie. Je vais mettre la note de 10 sur 10. Cinquième force, quelle est l'intensité de la concurrence dans mon secteur des écoles d'équitation en France? Il s'agit, vous l'aurez remarqué, d'une industrie très concentrée. Qu'est-ce que ça veut dire? De nombreux acteurs partout en France et finalement assez peu différenciés, qui proposent plus ou moins tous la même chose. Le marché est mature et ne croît plus vraiment. On ne voit pas de nombreux arrivants consommateurs d'équitation chaque année. La part des coûts fixes est très importante. Qu'est-ce que c'est les coûts fixes? C'est les coûts impondérables à l'activité, mais qui ne sont pas proportionnels à mon chiffre d'affaires. Ça veut dire par exemple le fait d'avoir un manège, le fait d'avoir des box, le fait de nourrir mes chevaux toutes les semaines. Ça ne dépend pas du nombre de prestations que je vends. Ça ne dépend pas de mon chiffre d'affaires. De plus, il est impossible de stocker les services qui ne sont pas consommés pour les vendre plus tard, parce qu'on ne peut pas stocker un cours d'équitation pour le vendre la semaine prochaine si je ne l'ai pas vendu aujourd'hui.
Et à cause de ça, beaucoup d'acteurs sont prêts à casser les prix pour remplir notamment leurs services au dernier moment. Pour finir, il est même envisageable que certains acteurs soient coincés dans le secteur. J'ai investi beaucoup d'argent, je ne suis pas vraiment rentable dans mon activité, mais si je vends tout, ça va me faire perdre plus d'argent que de rester. Bref, je reste, mais je risque de fonctionner de manière irrationnelle et en continuant de casser des prix. Tous ces éléments-là font que l'intensité concurrentielle est extrêmement forte dans cette industrie. Donc je mets bien évidemment la note 10 sur 10 et c'est quelque chose d'extrêmement critique dans l'industrie qu'on évoque ici. Enfin, dernier point de cette matrice de Porter, le pouvoir de négociation des acheteurs. Ici, je dois me demander, suis-je en position de force vis-à-vis de mes clients? Par exemple, dans le milieu médical, il vous faut 1 an pour prendre rendez-vous chez un ophtalmologue et vous en avez absolument besoin. Le pouvoir de négociation des acheteurs, donc de vous, ici, est complètement nul parce que le premier rendez-vous qu'on va vous donner, vous allez le prendre à tout prix. Évidemment, dans notre industrie ici considérée, il y a énormément d'offres, tant de la part de la concurrence en avis direct que de la part des services de substitution. Autant dire que l'acheteur peut facilement changer de centre équestre, d'autant plus qu'il n'est pas souvent fortement lié avec nous, par exemple par un contrat d'engagement. Je vais donc mettre la note de 9 sur 10 ou 10 sur 10. 9 sur 10 pourrait être intéressant également parce que le côté affectif va jouer dans notre loisir, dans notre sport. Et lorsqu'on a choisi un centre équestre, qu'on a passé du temps déjà là-bas et avec les acteurs, on n'a pas forcément envie de le quitter pour un autre parce qu'on apprécie les personnes présentes, on apprécie la cavalerie, l'ambiance, alors même qu'il y a beaucoup d'autres propositions concurrentes aux alentours. Donc, d'après cette matrice de Porter, on voit que les 3 forces les plus critiques sur cette industrie sont l'intensité concurrentielle, on l'a dit, énormément d'offres concurrentes, la pression des produits et des services de substitution, énormément de moyens pour mon client de remplir la fonction qu'il recherche chez moi avec quelque chose en concurrence indirecte, et un pouvoir de négociation des acheteurs très fort, puisqu'ils peuvent très facilement remplir le même service avec une autre offre. L'intérêt de cette matrice est d'essayer de trouver des pistes pour répondre à ces forces, les limiter et survivre dans mon industrie. On appelle ces pistes des facteurs clés de succès. On dit même que si vous ne parvenez pas à les maîtriser dans votre industrie, vous risquez de ne pas survivre longtemps sur ce marché. Alors, que nous dit la science de gestion par rapport aux facteurs clés de succès en face de ces 3 forces si importantes dans notre industrie? Les chercheurs en sciences de gestion nous disent qu'il conviendrait du coup pour une entreprise de cette industrie de limiter l'impact des forces par, premièrement, un contrôle, par exemple, de ressources rares ou de compétences distinctives, ou encore des éléments de différenciation, ou encore de l'innovation. Également par la mise en place d'éléments de fidélisation de la clientèle, ou enfin par une bonne communication. On va voir des exemples juste après. Pour vous aider à travailler cette analyse, je vous renvoie à un ouvrage particulièrement bien fait et explicite qu'est le Stratégore aux éditions Duno. Vous avez une édition chaque année et vous pouvez l'emprunter du coup dans beaucoup de bibliothèques ou le trouver à un prix intéressant d'occasion sur une ancienne édition d'Internet. Donc, mes facteurs clés de succès, on les a un petit peu isolés. Mais même moi, j'irai plus loin en disant, dans notre industrie, et notamment parce qu'il y a finalement peu d'acteurs qui maîtrisent ces 3 facteurs clés de succès que nous avons soulevés, que les maîtriser vous permettra probablement d'obtenir un avantage concurrentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Premier facteur clé de succès, premier avantage concurrentiel. Contrôler des ressources rares, des compétences distinctives. C'est par exemple proposer une discipline ou une pédagogie particulière. Vous différencier grâce à ça. Ou encore une cavalerie mise à disposition qui serait particulièrement bien sélectionnée, bien adaptée, peut-être sécurisante. C'est peut-être des installations rares dans la région qui vous différencient. C'est peut-être une proposition d'enseignement adaptée par exemple aux adultes et
unique en son genre vis-à-vis de votre concurrence. Mettre en place un programme de fidélisation, c'est une excellente idée pour essayer, là encore une fois, de vous différencier et de conserver votre clientèle. C'est un élément de différenciation vis-à-vis de la concurrence parce que vous pourrez récompenser la fidélité de vos clients et du coup, ils vont être attentifs à cette offre et ça vous aidera à conserver cette clientèle et à être apprécié en tant qu'entreprise. Et enfin, en termes de communication, bien évidemment, la communication va vous aider à vous faire connaître un petit peu plus, reconnaître, mais aussi, pourquoi pas, vous aider au remplissage de vos cours, de vos stages, à vendre toutes les prestations de services que vous pouvez produire et ainsi, on l'a vu, limiter l'impact négatif des coûts fixes qui sont très importants dans notre industrie et qui viennent abîmer la rentabilité des structures. L'idée est donc bien, à travers ces avantages concurrentiels, de vous faire connaître et surtout reconnaître par votre offre différenciée. Apporter une valeur différente à votre clientèle que la majorité de vos concurrents. Cela vous aidera à développer l'affection pour votre marque et donc à vous défendre des différentes forces qui impactent l'attractivité de votre industrie. À propos des avantages concurrentiels, un véritable avantage concurrentiel devrait être, auparavant c'est ce qu'on disait en sciences de gestion il y a 20-30 ans, rare, inimitable, non substituable et même non transférable. Bref, vous devriez avoir le seul poney magique du monde dans vos écuries qui ferait gagner toutes les compétitions. Bien, il est aujourd'hui reconnu en sciences de gestion qu'il est de plus en plus difficile de trouver un avantage concurrentiel durable, notamment en raison de l'hypercompétition entre les entreprises. Tout avantage est donc maintenant considéré comme condamné à se détériorer, notamment parce que les concurrents vont essayer peut-être de vous copier, de vous rattraper sur cet avantage. Et on estime même que chercher à maintenir un avantage à tout prix peut être une erreur fatale. On ne recherche donc plus vraiment un seul avantage concurrentiel durable, mais plutôt une série d'avantages provisoires mis en place dans la durée. C'est ce qu'on appelle la stratégie des petits pas. C'est-à-dire que, eh bien, finalement, tous les 2-3 ans, je vais peut-être développer une nouvelle activité, mettre en place une infrastructure spécifique qui va me différencier. Je ne vais pas tout faire en même temps, mais je vais le faire au fur et à mesure du temps et ça va m'aider à garder cet avantage concurrentiel de différenciation. Un second outil que je voulais vous présenter est la matrice SWOT, qu'on appellera en français la matrice des forces, faiblesses et des opportunités, menaces. C'est un tableau beaucoup plus simple que la matrice de Porter, très utile, qui va pouvoir être utilisé à n'importe quel moment dans l'entreprise et notamment dans le cas d'une décision à prendre pour peser le pour et le contre. On commencera par étudier les forces et les faiblesses de l'entreprise, donc l'analyse interne, ce sur quoi j'ai un pouvoir éventuel, ce qui tient de moi ou de mon entreprise. On listera donc les forces, comme par exemple, je suis passionnée par mon métier, j'ai beaucoup de compétences par rapport à telle ou telle discipline, mon entreprise est proche d'une ville dynamique, etc. Et on listera mes faiblesses. J'ai parfois du mal à me consacrer à ma gestion d'entreprise, j'ai parfois du mal à me faire connaître, ce genre de choses. Ensuite, on dressera un second tableau qui, lui, s'intéressera à une analyse externe, donc ce qui ne me concerne pas directement moi en tant que chef d'entreprise ou moi en tant qu'entreprise. Et ce tableau listera les opportunités et les menaces que l'on peut constater aujourd'hui dans notre environnement. On s'intéressera à des domaines variés, politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques, légales. Par exemple, aujourd'hui, la concurrence est extrêmement rude dans le secteur, c'est une véritable menace. Les chiffres de l'équitation ne sont pas très bons en France, on perd des licenciés. Et bien sûr, le Covid va probablement peser sur le pouvoir d'achat des étudiants. A contrario, en termes d'opportunités, on voit des gens qui accordent une grande importance au bien-être animal, et notamment les cavaliers. Donc peut-être que ça peut se transformer en opportunité pour moi si je parviens à formuler une offre qui répondrait à cette attente. On a des cavaliers qui souhaitent découvrir de nouvelles disciplines, peut-être de l'équitation éthologique, des cavaliers qui ont envie de faire de l'extérieur. Et enfin, au niveau du Covid, on a la chance peut-être de pouvoir, par rapport à d'autres sports et loisirs, continuer de travailler en respectant les normes, notamment de distanciation sociale ou d'extérieur.
Cette matrice, elle va vous aider en la remplissant comme ça, en prenant le temps de vous poser, à prendre du recul face à une situation. C'est un outil qui peut aider, on l'a dit, à prendre des décisions et pourquoi pas à faire émerger des opportunités et donc une stratégie. Je vous invite à utiliser cet outil à plusieurs, en brainstorming et si possible avec des gens qui ne font pas le même métier que vous. Par exemple des amis, de la famille, pourquoi pas des clients, pour faire émerger de nouvelles idées qui vont vous inviter à réfléchir à la stratégie de votre entreprise. Alors, ce qu'il faut retenir. Bien sûr, nous sommes dans une industrie à faible rentabilité, ne nous le cachons pas. Mais si la rentabilité d'une industrie conditionne celle de l'entreprise, elle ne la détermine pas complètement. C'est pourquoi, au sein d'une même industrie, les performances des entreprises concurrentes entre elles diffèrent énormément. On a des centres équestres qui vont très bien fonctionner, bien gagner leur vie, et d'autres qui vont être à la limite de la faillite. Ça, vous l'avez constaté par vous-même. Il est même surprenant de constater que parfois, la meilleure des entreprises d'une industrie peu rentable, donc ça serait dans notre cas le meilleur des centres équestres, sera plus souvent plus rentable que la plus mauvaise des entreprises d'une industrie extrêmement rentable. Les entreprises les plus performantes à long terme sont celles qui mettent en œuvre une meilleure stratégie que leurs concurrents. Voilà qui est rassurant pour nous et qui nous donne de l'espoir dans notre filière. On retiendra de cette webconférence qu'il est possible de tirer son épingle du jeu dans une industrie faiblement rentable, que prendre du recul en utilisant des outils d'analyse peut être une très bonne idée et un bon moyen pour définir sa stratégie. On ne cherche plus un seul avantage concurrentiel qui durerait toute la vie de notre entreprise, mais plutôt une somme de petits avantages et un renouvellement de ces derniers. Enfin, la différenciation, l'image de marque et la fidélisation sont des avantages concurrentiels efficaces dans nos industries. Je vous remercie pour votre attention. La partie diaporama de cette webconférence est terminée.